Bonjour ou bonjour à tous, merci d'être présents, nous suivre ce matin sur le live 4 TV, Facebook et la télé. Bien évidemment, nous attaquons cette émission, prolongation avec vous ce matin. Si vous souhaitez tout de même réagir, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur le live Facebook de 4 TV. Ça sera avec plaisir quand nous les lirons tout à l'heure. Ce matin, on va faire un peu avec vous, vous qui nous suivez ce matin, de l'hypnothérapie. Oui, c'est pas tous les jours qu'on en fait sur ce plateau. On va en faire ensemble ce matin avec mon invité. Ce matin, François Tomzik qui est avec nous. François, bonjour et bienvenue. Bonjour Camar. Alors, François, ça fait pas super longtemps que vous êtes installé sur le 5e département. Parlez-nous d'abord, bon, avant de parler de votre métier, de comment vous avez pu découvrir ce département. Est-ce que bouche à oreille, est-ce qu'Internet, et pourquoi tout de suite vous dire, tiens, allez, je vais tenter le coup, pourquoi pas, là-bas, dans l'océan Indien, surtout dans le 5e département. Alors à Mayotte, en fait, je suis venu ici d'abord pour enseigner la plongée. D'accord. Puisque je venais d'être formé comme moniteur de plongée. Je suis arrivé ici. Et enfin, c'est l'un des plus beaux lagons du monde. Donc quand on s'intéresse à comment tout de suite, il y a eu ce coup de foudre quelque part. Tout à fait. Puis j'avais eu l'occasion déjà de partir dans les dom-toms. Et puis j'avais envie de retrouver cette envie d'ailleurs, cet exotisme. Est-ce que là, quand vous venez pour la plongée, est-ce que là déjà vous êtes dans ce métier, dans l'hypnothérapie, ou c'est après, ou comment ça s'est passé Alors non, j'étais pas encore hypnothérapeute à ce moment-là. Bon, c'est tout ce qui est psychologique et l'esprit humain d'une manière générale, ça m'intéresse depuis très longtemps. Mais je travaille pas encore dans ce domaine-là. Et c'est ici en fait que j'ai découvert cette pratique, à mon profit en fait. Moi, j'ai consulté plusieurs fois un hypnothérapeute ici. Et puis voilà, donc sur un cheminement personnel, ça m'a amené à me former. Suivre cette voie, quoi. Voilà. Donc ça veut dire, si vous nous dites que vous avez consulté ici un hypnothérapeute, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns ou il y en a un. Parce que nous, c'est vrai qu'à Mayotte, tellement on ne s'y intéresse pas, si on peut dire, il faut dire les choses, qu'on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un hypnothérapeute à Mayotte Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui sont installés ou Alors aujourd'hui, on est 3 ou 4. Je suis le seul homme. Il y a les autres praticiens, donc ce sont des praticiennes, elles sont 2 ou 3. Voilà. Donc 3 ou 4, ça dépend. Ça dépend des moments de l'année, on va dire. Alors, vous découvrez donc ça ici. Même si vous aviez déjà vous intéressé de près à cette pratique, n'était pas encore vous n'avez pas encore décidé de suivre cette voie. Tout à fait. Donc, quand vous êtes intéressé, ça veut dire que la formation, est-ce que c'est... On part faire des études, on part faire une formation, comment ça se passe? Alors donc l'hypnose, c'est en tant que thérapie, c'est pas une pratique qui est encadrée. D'accord. Donc en fait, tout un chacun peut se déclarer hypnothérapeute, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas des gens sérieux. Donc il y a effectivement des formations à suivre. Donc c'est soit des formations en ligne, ou alors des formations en présentiel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis reparti en métropole pendant 3-4 mois et puis je me suis formé là-bas, en fait, sur un été, quoi. Ouais. Donc, quand entre celui qui va se déclarer hypnothérapeute parce que, voilà, il pense avoir en tout cas les compétences et vous qui partez faire carrément la formation en 3 mois, est-ce que finalement, on a quelque chose qui prouve que, qui vous certifie un diplôme, un truc, un certificat, quelque chose qui prouve que c'est quand même assez sérieux, ça, un hypnothérapeute reconnu? Oui, tout à fait. En fait, les écoles de formation, c'est tout leur intérêt, font des certificats. Et puis après, ça va être sur la réputation de l'école. D'accord. Et puis, en fait, quand on va voir un hypnothérapeute, en général, on se renseigne sur son type de pratique. D'accord. Parce qu'il y a différentes écoles, différentes manières de pratiquer l'hypnose. Et puis, quelle école il a suivi. Puis, simplement, après, on va voir en général sur le site internet de cette école-là. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a les retours. Et puis, on voit le sérieux de... Est-ce que là, une fois qu'on a eu, vous nous dites 3-4 mois, une fois qu'on a fini la formation, est-ce que comme les autres filières, les études ou même la médecine, est-ce qu'on peut encore aller plus loin
que ce qu'on a fait en 3 mois, 4 mois? Est-ce qu'on peut se dire, j'augmente encore mes compétences? En fait, c'est exactement ça, quoi. C'est comme vous le dites, pour n'importe quelle étude, n'importe quel métier qu'on va apprendre, une fois qu'on a la qualification, après, on va développer ses compétences au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure en l'occurrence, dans mon métier, des consultations, on va donc se développer à ce niveau-là. Puis après, il y a toutes les recherches qu'on peut faire sur les différentes manières de pratiquer l'hypnose. Et puis on découvre au fur et à mesure des choses qu'on va tester et puis qu'on va soit valider, soit pas valider en fonction de ses affinités puis du retour qu'on a avec ses clients. Est-ce que là aussi, quand on est en formation, comme certains diplômes, est-ce qu'on va en stage? Est-ce qu'on va dans le cabinet d'un hypnothérapeute assez réputé? Est-ce qu'on l'assiste, on regarde comment il fait? Tout ça, on le vit? Alors ça, en fait, ça dépend encore une fois de l'école. Moi, l'école où j'ai été, on fait en gros 90% de pratique. Donc j'ai passé quasiment toute ma formation à pratiquer l'hypnose. D'accord. On va pas directement en cabinet parce que c'est une pratique qui est, comment dire, vous savez, il y a de la confidentialité, quoi. Les personnes qui viennent nous voir, c'est ce qu'ils nous racontent, ils nous le racontent qu'à nous. Donc ça, en général, on le fait pas. Mais en revanche, j'ai beaucoup pratiqué. En fait, on travaille en trinôme. Assistés par les formateurs qui eux-mêmes sont des hypnothérapeutes qui pratiquent. Alors aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, si on a envie de définir aujourd'hui l'hypnose en lui-même, c'est quoi exactement cette pratique? Alors l'hypnose et en particulier l'hypnothérapie, donc ça se sert de l'hypnose. L'hypnose, c'est un état, on a coutume de dire un état modifié de conscience. Moi j'aime bien dire un état d'hyperfocalisation ou d'hyperconcentration. C'est un état en fait naturel. C'est un état naturel qu'on connaît tous et qu'on traverse tous les jours en fait. Les exemples que j'aime bien donner, c'est celui où vous allez faire un chemin en voiture en particulier que vous connaissez bien, que vous faites tous les jours. Et puis vous arrivez à destination, vous ne savez pas trop comment vous êtes arrivé là, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, je conduis mais je ne suis pas là. Voilà, c'est ça. Donc mon esprit s'envole quelque part. En fait, je sais, enfin, l'inconscient m'amène, enfin, je conduis, mais c'est ça, quelque part. C'est tout à fait ça. Et puis, vous avez d'autres exemples. Il y a par exemple quand on regarde un film ou alors quand on lit un livre qui nous plaît beaucoup, complètement absorbé dedans, le temps passe et en fait, on ne se rend pas compte du temps qui est passé. Et puis, le dernier, qui arrive à tout le monde aussi, c'est des fois on a le regard qui est attiré par un point, on ne sait pas trop pourquoi, puis on reste bloqué dessus. C'est vrai, c'est vrai. On entend ce qui se passe autour, on a conscience de ce qui se passe autour, et pourtant on regarde ce point, on ne sait pas trop pourquoi, puis on n'a pas envie de retirer le regard de ça. Donc ça, c'est l'état hypnotique. Et donc en fait, en hypnothérapie, on apprend, et c'est ce qu'on fait, on place les gens dans cet état-là, et une fois qu'ils sont dans cet état-là, on va leur faire passer des messages, des métaphores qui vont dans le sens de ce qu'eux recherchent. En fait. Est-ce que donc ça voudrait dire que cette personne finalement qui vient vous voir, c'est vous qui allez mener en tout cas pendant la séance le diriger vers cet état-là, mais est-ce que lui, donc là, il est pas dans lui, enfin, il est en dehors, il est conscient que il est là ou pas comment ça... En fait, c'est exactement comme je disais avec cette analogie avec la voiture, c'est que vous faites votre chemin, vous n'êtes pas vraiment là, vous pensez à d'autres choses. Cependant, s'il arrive n'importe quoi, un événement imprévu, instantanément, vous pourrez reconnecter avec la réalité, avec le moment présent. Là, c'est exactement pareil. C'est qu'il y a comme une dissociation qui se crée et les gens deviennent observateurs d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils donc ils sont là, ils entendent ce qu'ils se disent et en même temps, ils sont capables de voir et de ressentir des choses qui se passent à l'intérieur d'eux et à l'intérieur de leur subconscient. Quoi. Alors, beaucoup de gens, par exemple, vont aller consulter ou on les conseille un psychologue, par exemple. On parle, on papote, le mec, écrit. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est à peu près pareil? Est-ce que quand je vais voir le psychologue, je raconte mes conneries? Là, ça n'a rien à voir ou ça se ressemble, effectivement. C'est pas exactement la même chose. Déjà, c'est... Parce que dans l'hypnose, je parle pas. Là, alors que le psychologue, je parle de mes problèmes, par exemple? Alors si, en fait, quand on est une séance d'hypnothérapie, ça commence toujours par un entretien. Alors la première séance, en général, on définit ce que la personne souhaite changer, puisque c'est ça le but de l'hypnothérapie, c'est de changer quelque chose, de changer un comportement en général.
Donc on parle de ça. Après, on essaye de retrouver les origines de ce comportement. De ce mal ou de ce... Voilà, ce comportement qui nous déplaît et qu'on n'arrive pas à changer par nous-mêmes. Donc ça, c'est une discussion. Et puis ensuite, il y a la séance d'hypnose proprement dite. Et là, c'est l'hypnothérapeute essentiellement qui parle. Il peut y avoir une communication entre le client et l'hypnothérapeute, mais c'est plutôt l'hypnothérapeute qui parle à ce moment-là, quoi. Est-ce que le client, lui, est-ce qu'on peut le définir comme un patient? Alors, on évite de faire ça parce que comme c'est pas une profession médicale et que il y a toujours un peu des conflits d'intérêts, on va dire, entre les professions médicales et celles qui ne le sont pas. Moi, j'évite de parler de patients pour pas qu'il y ait de confusion, quoi. D'accord. Mais on peut parler de... De toute façon, un patient, qu'est-ce que c'est? Étymologiquement, c'est quelqu'un qui patiente dans une salle d'attente avant d'avoir une consultation. Donc on peut dire ça, mais c'est pas vraiment... c'est pas la terminologie que l'on emploie. Alors, aujourd'hui, je sais pas, là, les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, que peut-on vraiment aujourd'hui dire traiter dans l'hypnose ou l'hypnothérapie? Qu'est-ce qu'on peut traiter? Est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce qui vraiment... les gens, quand ils viennent vous voir, c'est pourquoi exactement? C'est des problèmes au quotidien, privés, ou c'est une maladie? C'est quoi exactement qu'on peut traiter? Alors, y a en fait tous les comportements qu'on aimerait changer et qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Donc ça, c'est une grosse partie. Donc tout ce qui est addiction, le tabac, l'alcool, les drogues diverses et variées. Les gens qui ont des problèmes de comportement par rapport à la nourriture, donc qui mangent trop ou qui ne mangent pas assez. D'autres désordres comme les phobies. Donc toutes les phobies qu'on peut avoir. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, moi, je sais pas, je dis une connerie, j'ai une phobie du vide. J'ai peur du vide. Donc je viens vous voir, donc on passe en séance. Est-ce que le fait que aujourd'hui vous m'avez mis dans l'état d'hypnose, vous me parlez, est-ce que là ça va jouer dans mon inconscient, il y a un message qui va finalement se calquer ou s'incruster dans mon inconscient et me dire maintenant il ne faut plus avoir peur? Comment ça se passe la connexion en fait, pour ne plus que j'ai peur du vide par exemple? D'accord. Ce que je dis en fait à mes clients, c'est que les symptômes, les problèmes pour lesquels on vient me consulter sont la résultante d'événements passés, en particulier d'émotions passées. A priori, il n'y a aucune raison logique d'avoir peur du vide. A priori, il n'y a aucune raison logique d'avoir peur des oiseaux, il n'y a aucune raison logique à ça. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, en travaillant, on arrive à découvrir que c'est la résultante d'événements passés de la personne, avec des émotions qui ont eu du mal à passer, qui sont reliées à des traumatismes psychologiques. Et en fait, on va travailler plus là-dessus. Et en travaillant là-dessus, ça va débloquer la situation. Et les personnes, en fait, le souci pour lequel ils sont venus nous voir, en l'occurrence me voir, il disparaît tout simplement, quoi. Est-ce que d'accord. Est-ce que par exemple, je sais pas, à Mayotte, on le sait que par exemple, on avait cette pratique traditionnelle des massages parce qu'on s'est foulé la cheville, parce qu'on a mal au dos, parce que voilà, on a mal dormi, on a un peu de torticolis. Est-ce que aujourd'hui l'hypnose ou l'hypnothérapie plutôt peut soigner une douleur? Oui, c'est utilisé, ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie. Alors moi, j'en fais pas. J'en fais pas dans ce cadre-là directement. Mais c'est utilisé, en l'occurrence, par les infirmiers, les infirmières, par les médecins. Il y a même des anesthésies qui se font sous hypnose. Il y a des anesthésistes qui se forment à l'hypnose pour utiliser ça dans leur pratique. Mais oui, c'est l'un des pères de l'hypnose moderne, donc on appelle ça l'hypnose ericksonienne, c'est le docteur Milton Erickson qui a inventé ce concept. Lui, il a soigné sa maladie comme ça, et sa maladie, c'était la poliomyélite, je crois. Donc c'est quelque chose qui est très handicapant et qui est très douloureux. Oui, les douleurs, ça peut
On peut travailler là-dessus. Évidemment, on ne répare pas une jambe cassée avec ça. Mais à partir du moment où le corps médical a été consulté et que la douleur, on ne sait pas vraiment l'identifier, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est présente, en général, ça a une composante psychologique et on peut donc travailler là-dessus. Oui, tout à fait. Donc la douleur, voilà. En tout cas, ça, je la verrai peut-être ou je la jugerai autrement si une fois que j'ai consulté. Est-ce que, par exemple, pour tout problème, toute difficulté pour la personne qui vient vous voir, est-ce que il faut définir, c'est-à-dire que est-ce que vous avez un diagnostic que vous faisiez? C'est-à-dire la personne vient vous voir, vous explique son problème. Est-ce que là, vous établissez un diagnostic en disant je pense qu'il nous faudrait 3 séances, 4 séances, 10 séances. Comment vous jugez le diagnostic, vous? Alors en fait, donc effectivement, on fait une espèce de diagnostic. Le nombre de séances, c'est assez difficile de déterminer à l'avance parce que voilà, on travaille sur l'inconscient et donc les gens avancent à leur rythme. En général, ça fonctionne en 2, 3 à 5 séances. On va dire que si au bout de 5 séances, le problème, on n'a pas avancé sur le problème, c'est que soit l'hypnothérapeute ne convient pas à la personne, ou la pratique que propose l'hypnothérapeute ne convient pas à la personne, ou alors parfois la personne n'est pas prête encore à régler, à passer au-delà de ce souci, quoi. Est-ce que là aussi, vous pouvez tomber sur des cas, par exemple, la personne, voilà, on est au bout de 5 séances, ça ne marche pas, mais vous avez constaté que, bon, c'est pas plutôt vous qui doit venir voir. Est-ce que là aussi, vous avez l'obligation ou le conseil de lui dire, je vous conseille plutôt un psychologue ou plutôt, je sais pas moi, je dis une connerie, un psychiatre ou un médecin carrément, voilà. Est-ce que là aussi, vous pouvez l'aiguiller, vous lui dire, bon, avec l'hypnothérapie, je pense que, bon, là, on a quand même donné le maximum. Je vous conseille de faire plutôt ça ou d'aller voir tel médecin. Tout à fait, ouais, ça fait partie de la déontologie. Et puis en plus, tout ce qui est médical en tout cas, moi je conseille en général même d'aller voir les médecins avant, quoi, hein. C'est d'abord ça, la logique des choses. Mais effectivement, oui, quand ça... Mais bon, en général, au bout quand les personnes reviennent me voir, c'est que le courant est bien passé, la manière dont je pratique leur convient, et donc on peut continuer. Et de toute façon, il y a un changement, il y a une évolution. Je veux dire, quelqu'un qui... Bon, moi, j'ai énormément de consultations sur le tabac et la perte de poids. De très bons résultats sur l'arrêt du tabac, mais par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas définitivement à arrêter de fumer, mais qui est passé, je sais pas moi, de 40 cigarettes à 2 par jour... quand même eu manifestement quand même une grosse avancée. Il y a eu une grosse évolution. Pareil pour le poids, quoi. Si quelqu'un a 30 kilos à perdre et que au bout de 2 mois elle a perdu 5 kilos, oui, ok, c'est pas 30 kilos, mais en même temps en 2 mois on peut pas perdre 30 kilos. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça fait aussi partie de mon travail de recadrer en fait les demandes des gens, parce que il y a les gens veulent quelque chose, mais parfois c'est juste pas réalisable, ou alors ça rentre pas dans le cadre de l'hypnothérapie, et dans ces cas-là c'est recadrer, remettre dans le bon sens les objectifs des gens, quoi. Quand j'étais en formation, notre formateur, en l'occurrence c'est un couple de formateurs, nous parlait d'une de ses expériences où la personne était venue le voir en lui disant moi je veux devenir riche. Oui, très bien, mais ça sort du cadre, quoi. Je veux dire, pour devenir telle ou telle personne, avoir telle ou telle réussite, il faut mettre en place telle chose. Parce que si c'était aussi simple, tous les hypnothérapeutes, on serait multimillionnaires, ou alors on serait tous champions olympiques de je sais pas quoi. Alors que, contrairement, par exemple, à la personne qui veut devenir riche, le sportif, par exemple, qui n'a pas trop de confiance, avoir un gros match, avoir un grand rendez-vous, je peux venir vous voir, dire voilà, chaque gros match, je stresse, machin, voilà, j'ai envie de rater, par exemple, si je suis basketteur, de rater les paniers, ou quand on me confie la balle de match, j'ai peur. Oui, c'est ça. Donc ça, je peux quand même venir vous voir. Carrément, ouais. Là c'est bien sûr, mais ça, j'ai aussi pas mal de personnes qui viennent me voir. Alors après, on trouve les raisons de pourquoi ils ont du mal, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils avaient du mal à parler en public. Oui. Bon, d'accord. On arrive. Donc il y a des techniques, on va dire simples et rapides pour augmenter la confiance des gens en eux. Et donc juste avant leur prise de parole, ils vont pouvoir faire telle ou telle chose qui va vraiment booster leur
leur confiance en eux. Et puis, après, on va pouvoir travailler plus en profondeur pour trouver pourquoi est-ce qu'ils ont des difficultés à parler en public ou à s'imposer dans un cadre plus restreint. Parce qu'évidemment, avoir peur de parler devant 2000 personnes, tout le monde peut le comprendre. Maintenant, si on a du mal à parler à 5 personnes, là, effectivement, il y a peut-être des raisons vraiment très profondes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait rire, mais hier, j'en parlais à une amie, je disais, voilà, on va parler de ça ce matin. Elle me disait, pose la question, est-ce que l'hypnose peut adoucir, en tout cas, pas soigner, je dirais pas, mais une peine de cœur? Ah bah oui, c'est un motif de... C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai eu une rupture assez difficile, je le vis mal, voilà, j'arrête pas de penser à elle, dès que je le vois avec un autre homme, voilà, ça me... Est-ce que... voilà, donc ça peut soigner ça? Ça peut adoucir ou ça peut m'apaiser? Donc ça, c'est tous les processus de deuil. Donc il y a les deuils amoureux, puis il y a les deuils de personnes. De personnes, de situations. Oui, bien sûr, ça fait partie des champs d'action de l'hypnose. Oui. Tout à fait. Est-ce que aujourd'hui aussi, bon, il y a beaucoup de gens, par exemple, sont obligés de s'orienter vers les somnifères pour dormir, le manque de sommeil. J'arrive pas à dormir, machin, il y a quelque chose qui vient, je fais des cauchemars. Le manque de sommeil, ça aussi, les gens viennent nous voir. Oui, tout à fait. Est-ce que tout de suite, on arrive à remarquer que pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à dormir, ils ont un manque de sommeil? On arrive à remonter, chacun son cas, bien évidemment, bien mais sûr, est-ce qu'on arrive à remonter? Oui, Enfin, c'est bien sûr. Oui, à partir du moment où les gens se livrent, y a pas, on arrive à trouver les causes. Mais de toute façon, en hypnose, on travaille pas directement sur les causes. En fait, on travaille sur le ressenti des causes. Parce que on est tous différents et on vit tous les choses de manière différente. Et un événement, le même événement pour différentes personnes va être vécu et intégré d'une manière différente, quoi. Alors l'hypnose, en tout cas pour le sommeil, il y a travailler sur les causes du fait qu'on dort mal ou qu'on ait du mal à s'endormir. Et puis après, il y a aussi des séances qui sont directement faites pour s'endormir. Et dans ces cas-là, ça, c'est quelque chose que je fais à part et qui est public. Parce que je fais des séances sur YouTube, en fait, d'hypno-relaxation. Mais il y a plein d'hypnothérapeutes qui font ça. En fait, vous mettez la vidéo et puis c'est une séance qui se passe, que vous écoutez et puis vous endormez tranquillement, quoi. Mais encore une fois, c'est pas magique. Si vous avez bu 2 litres de café avant, vous pouvez écouter toutes les séances d'hypnose du monde, jamais vous endormirez. Et donc, par exemple, pour ce qui est du sommeil, il y a tout un tas de petites stratégies que les gens connaissent intuitivement pour réussir à bien s'endormir. En hypnose, on va peut-être réussir à remettre ou à faire prendre conscience à la personne de ces différents processus. Typiquement, vous allez, encore une fois, je sais pas moi, vous allez courir juste avant d'aller dormir, après vous buvez 1 litre de café, vous jouez aux jeux vidéo pendant 2 heures, puis vous dites « ouais, j'arrive pas à m'endormir », on va faire en sorte que les comportements des gens évoluent vers quelque chose de bénéfique pour eux, quoi, tout simplement. Est-ce que je sais pas moi, il y a des gens... parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'image qu'on peut avoir, notamment pour les jeunes, d'un hypnothérapeute, où le mec va faire en direct à la télé, par exemple, de l'hypnose, quand on voit le mec qui va dire, qui va faire ses massins, ses gestes, mais on a aussi cette partie de personnes qui ne croient pas. Ils disent, ouais, c'est du n'importe quoi, foutage de gueule. Est-ce qu'on arrive, des fois, on peut tomber sur des personnes comme ça, qu'on n'arrive pas forcément à ramener dans l'hypnose? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, que sa conscience refuse ou son conscient refuse. En fait, c'est surtout son conscient, quoi. Il y a 2 métaphores que j'utilise assez facilement. Vous allez voir un dentiste, il veut pour vous faire soigner les dents, il vous dit d'ouvrir la bouche, vous dites non, j'ouvre pas la bouche. Ça fonctionne pas. Vous allez chez le garagiste, votre voiture a un problème, ouvrez le capot. Non, j'ouvre pas le capot. Ça fonctionne pas. Si on veut pas être hypnotisé, on sera pas hypnotisé. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que j'ai déjà discuté assez souvent mon métier. Les questions que vous me posez, on me les a déjà posées. Et des gens quand je parle de mon métier, qui me disent vas-y, hypnotise-moi, mais un peu comme un défi,
dans le mode bah, tu n'arriveras pas à m'hypnotiser, je ne le fais pas et je ne veux même pas jouer à ce jeu-là parce qu'effectivement, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a que les gens qui souhaitent être hypnotisés qui le sont. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans les spectacles, donc bon, c'est un type d'hypnose un peu différent. Les gens qui vont sur scène sont des gens qui ont été testés en fait. C'est-à-dire que un spectacle d'hypnose, l'hypnotiseur, il va faire tout un tas de tests avant pour détecter les personnes qui sont les plus suggestibles, les plus susceptibles. C'est-à-dire que le mec est réceptif, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc il y a différents tests, qui sont très simples en fait. Et donc l'hypnotiseur a des assistants dans la salle qui regardent le public et il va choisir les 5, les 10 personnes les plus susceptibles d'être hypnotisées. En gros, on considère qu'il y a 10% à 20% de la population qui est très très suggestible. Il y en a 60%, ouais, donc ça fait ça, qui sont, voilà, on va dire, qui ont une capacité de suggestion normale, et puis il y en a 20% qui sont un petit peu plus difficiles. Le truc, c'est qu'en hypnose thérapeutique, on n'a pas besoin d'une hypnose aussi profonde que dans les spectacles. D'accord. Voilà. Ouais, donc en fait, ça fonctionne avec les personnes qui souhaitent. Qui le souhaitent, ça fonctionne pour tout le monde. Et si déjà d'ailleurs mon problème c'est ça, est-ce que ça peut être un frein? Mon problème, c'est-à-dire que je ne fais pas confiance à ce genre de pratique par exemple. Est-ce que le fait de venir voir l'hypnothérapeute en disant voilà, j'assiste pas mal à des séances comme ça, machin, où on va amener la personne, mais moi, mon conscient refuse, mais j'ai envie d'être parmi ceux qui aimeraient hypnotiser, j'arrive pas. Est-ce que là aussi, on va essayer de casser ce mur pour... Oui, tout à fait. C'est pour ça, très dernièrement, en ayant justement cette réflexion, j'ai commencé à proposer des séances de découverte en fait, de l'hypnose, où on ne va pas aller très en profondeur dans les problématiques des gens, où c'est plus... en fait, il y a deux choses. Il y a la connexion avec le thérapeute que vous allez voir. Donc ça, voilà, on discute, et puis vous savez ce que c'est, on rencontre quelqu'un, le courant passe ou le courant passe pas, donc... Il y a cette première chose. Et puis la deuxième partie de ces séances de découverte, c'est justement expérimenter le processus hypnotique. Parce qu'effectivement, moi je me souviens de ma première séance, j'avais également des appréhensions. Au sortir de la séance, de se rendre compte que c'est que ça quoi en fait. Et donc le faire entre guillemets sans enjeu, juste en se disant on va essayer. C'est une séance découverte. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça débloque beaucoup de choses, quoi. Et même ça, non seulement ça débloque, mais ça permet aussi de passer outre ses préjugés. Tout à fait. En disant voilà, parce que c'est vrai que on a tellement vu, en tout cas le mot m'échappe, mais quand par exemple on marche en ville en France et qu'on tombe sur des marabouts africains ou peu importe qui vous disent moi je peux vous soigner, je peux faire revenir votre femme, donc en fait ça c'est venu englober tuer tout le marché quelque part, même des autres pratiques, parce que tout le monde se dit ça c'est les arnaqueurs, encore une fois ils viennent nous dire n'importe quoi machin. Donc par exemple on sait que dans un couple, je sais pas si ça vous est arrivé, des fois madame veut aller voir l'hypnothérapeute et monsieur va dire arrête tes conneries, t'y vas pas parce que je crois pas machin, et madame lui dit si j'ai été allé, viens voir. Ça arrive souvent ça. Donc finalement, est-ce que c'est pas le blocage, c'est pas plutôt les arnaqueurs autour de tout ça qui ont tué un peu les pratiques? Ça en fait partie, oui, tout à fait, vous avez raison. Mais il y a ça, puis il y a eu quelques, en particulier dans le monde anglo-saxon, il y a eu quelques plaintes, on va dire, par rapport à ce genre de pratique. Et c'est sûr que c'est ce qui est mis en avant dans les médias. C'est normal, c'est le rôle des médias. Donc oui, effectivement, ça peut être un frein. C'est pour ça, encore une fois, que je me suis décidé... A priori, en métropole, ça se fait pas trop, parce que c'est un petit peu plus reconnu comme pratique. Mais je me suis décidé à ouvrir en fait, mon cabinet pour que les gens qui ont envie, mais qui ont quand même des appréhensions, puissent venir. C'est pareil, à la base, on va voir un hypnothérapeute seul. Moi, j'ai pris la décision que si quelqu'un souhaitait pour la première séance être accompagné, elle pouvait être accompagnée. Mais encore une fois, c'est pour de la découverte, parce que quand on va commencer à discuter de l'enfance de la personne, de son adolescence, des problèmes qu'il a eus, il faut comprendre que vous parliez d'un couple tout à l'heure. Parfois, les problèmes que la femme ou l'homme a, c'est en grande partie à cause du gars. Voilà. Et donc forcément, s'il est à côté pour en parler à quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est ça qui est
Donc l'idée, c'est ça, c'est d'offrir un maximum de confort aux personnes pour qu'elles découvrent, pour qu'elles soient rassurées par rapport à cette pratique. Parce que moi, c'est une pratique... Enfin voilà, je l'ai utilisée à titre personnel, je sais le bien que ça peut faire, je sais le bien que ça m'a fait, et j'ai évidemment envie de la partager au plus grand nombre. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques aménagements que j'ai faits par rapport à ce qui se fait habituellement. Voilà, pour que les gens soient simplement rassurés, quoi, tout simplement. Alors, ici à Mayotte, donc vous dites vous avez votre cabinet. Est-ce que donc peut-être je l'ai posé, mais je la repose peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre, notamment sur le live Facebook. Quand je vais à votre cabinet, c'est un peu difficile de dire je vais chez le médecin, je vais chez l'hypnothérapeute. Donc, il faut juste dire je vais chez l'hypnothérapeute. En fait, c'est pas le médecin. Non, je ne suis pas médecin. Ça, c'est clairement... Il y a des hypnothérapeutes qui sont médecins, mais moi, je ne le suis pas. Non. Et je ne prétendrai jamais l'être, hein, ça c'est certain. Je ne suis pas psychologue, puisque c'est pareil, c'est un titre qui est protégé. Ils peuvent dire ça, ou ils peuvent dire d'autres choses. Moi, j'ai des gens qui vont chez le kiné quand ils viennent me voir. Après, chacun voit avec son entourage, voit avec sa famille, voit avec ce qu'il est... Est-ce que quand on s'installe comme ça, on en fait son métier, notamment dans un territoire comme Mayotte, est-ce que tout de suite on se met en diapason avec les autres, avec tout le monde, en disant voilà, parce que peut-être qu'un psychologue va dire tiens, voilà, je vous conseille aussi, j'ai un confrère, même si voilà, c'est pas reconnu comme étant un médecin, mais vous pouvez aussi aller lui en parler. Voilà. Est-ce que tout ça, on se met en connexion avec les autres, notamment tous ceux qui pratiquent ici, psychologues, psychiatres, médecins? Justement, c'est aussi en ça que les hypnothérapeutes peuvent avoir en particulier leur place à Mayotte, c'est que des psychologues dans le domaine privé, il y en a 2 à Mayotte. Il n'y en a que 2. C'est vrai. Après, c'est le domaine public, enfin l'hôpital, et là, ils sont d'abord pas nombreux, et enfin les structures sont particulièrement chargées. Mais en tout cas, oui, moi je me suis mis en lien avec tous les gens qui travaillent autour de ça. Je suis moi-même suivi, supervisé par un psychologue, parce que c'est qui lui-même est supervisé. Enfin ça c'est le truc des personnes qui travaillent sur la psyché. On a tous un superviseur normalement, un référent. Et donc oui, ces partenariats peuvent se faire, quoi. Tu sais, effectivement, comme un médecin conseillerait d'aller voir un kiné ou un ostéopathe, ou voilà, tout à fait. Et les gens je sais pas moi, les gens qui viennent, est-ce que pour l'instant, jusqu'à présent, depuis votre ouverture, les gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de bouche à oreille, ils ont vu le cabinet, c'est quoi hypnothérapeute, ou parce que aussi on les a conseillés, on vous conseille un hypnothérapeute, installé tel endroit. Comment ça s'est passé depuis l'ouverture? Depuis l'ouverture, ça a d'abord été la visibilité sur Internet, puisque j'ai fait un site Internet, etc. Ensuite, moi, j'ai fait pas mal de... Ça, c'était la première phase. Communication externe, quoi, donc des cartes de visite, des affiches, etc. Et de plus en plus, effectivement, ça devient du bouche à oreille. De toute façon, c'est comme ça que se développe une activité. C'est d'ailleurs ce à quoi je réfléchissais, sur le fait que c'est pas une activité encadrée, l'hypnose, et on pourrait se dire oui, du coup, il doit y avoir plein de charlatans, etc. Certainement qu'il y en a. Le truc, c'est qu'un hypnothérapeute qui fait pas bien son travail, il n'aura pas de clients, en fait. Parce que forcément, il y a toute cette relation de confiance, et donc, en général, la grande majorité des clients qu'on reçoit sont des gens qui on nous a conseillés. Donc évidemment, c'est que les séances se sont bien passées avec ces personnes-là, qu'ils ont eu des résultats, et que donc du coup, ils conseillent, le praticien, quoi. Et c'est en ça que c'est intéressant que ce soit pas une profession encadrée. C'est que en fait, un hypnothérapeute qui... c'est pas mon cas, hein, je veux dire, ça fait pas 15 ans que je pratique ça. Mais un hypnothérapeute qui a pignon sur rue, forcément, il est bon, puisqu'il a eu c'est obligatoire. S'il y a énormément de monde qui veut le voir, c'est qu'il y a énormément de monde qui l'a conseillé, et donc forcément, il est bon. Ce qui est, ma foi, pas forcément le cas pour d'autres professions qui s'occupent des gens, qui sont, elles, réglementées. Et du coup, il faut avoir le diplôme pour. Et vous avez besoin de... vous avez besoin de ce genre de praticien. Il n'y en a pas. Ouais, mais lui, il a le diplôme. Ouais, mais il n'est pas bon. Ouais, mais il a le diplôme. Et donc... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que comme les infirmiers libéraux, est-ce qu'un hypnothérapeute va être placé dans le même statut? Est-ce que c'est un libéral? Ah oui, c'est une profession libérale, tout à fait,
Oui, c'est-à-dire, voilà, on s'immatricule comme étant libéral. Tout à fait, j'ai un numéro de sirène ou sirette, je ne sais plus. Mais... Oui, tout à fait, c'est une profession libérale. Ouais. Et comment ça se passe la séance? Est-ce que aujourd'hui, parce que là j'entends déjà pas mal de gens, même si pour l'instant personne ne l'a posé, mais je la pose parce que sûrement elle est quelque part dans la tête d'un auditeur ou un téléspectateur. Est-ce que là, je vais voir, en tout cas l'hypnothérapeute, contrairement que quand je vais voir le médecin, est-ce que j'utilise ma carte vitale? Ah non, non, malheureusement, ça c'est pas reconnu par la sécurité sociale. En revanche, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge. Alors moi je me suis pas renseigné très précisément, mais qui peuvent prendre en charge plusieurs séances ou une partie de la séance. En fait, pour l'instant, j'ai 2 personnes qui m'ont demandé des factures pour leur mutuelle. Et apparemment, c'était... Enfin bon, il y a un certain montant qui est remboursé X fois par an. D'accord, ok. Donc ça peut être en partie remboursé, mais c'est les mutuelles qui s'occupent de ça. Donc pas de carte vitale chez Et est-ce que là, parce que bon, je sais que ce qui intéresse les Maoris, c'est de savoir le prix d'une séance, par exemple, de dire tiens, je vais aller tenter le coup. Est-ce que ça coûte cher une séance? Alors oui, c'est pas donné, hein. Les séances de découverte, c'est entre 30 et 40 euros. Et les séances de travail, c'est 70 pour les séances classiques, on va dire, et 90 pour les séances d'arrêt du tabac. Je tiens juste à préciser que bon, ça peut paraître cher, et c'est cher en fait. Le truc, c'est que bon, d'abord, c'est une auto-formation permanente, donc ça demande évidemment beaucoup de travail, mais aussi et surtout, il y a besoin d'un engagement très fort de la personne qui vient nous voir. Et tout comme pour un psychologue, tout comme pour un psychiatre, le prix de la séance fait aussi partie de la thérapie en fait. Parce que les gens sont engagés à venir. Encore une fois, des discussions que j'ai pu avoir, des personnes qui me disent vas-y, fais-moi arrêter de fumer. Si c'était aussi simple, encore une fois, il y aurait plus de fumeurs sur Terre. Donc non, ça demande vraiment un engagement de la part des clients ou des patients. Et donc le prix de la séance est aussi pensé comme ça, pour que les gens qui viennent nous voir soient déjà dans la démarche de vraiment vouloir régler leurs problématiques. Est-ce que quand vous êtes arrivé, avant l'ouverture, que vous faites votre... quelque part, entre guillemets, votre étude de marché, vous étudiez le terrain, est-ce que quand vous voyez la cherté de la vie décriée tant par les Mahorais, vous dites, bon, j'y vais quand même, c'est les tarifs normaux en métropole, on est en France, pareil, est-ce que je fais la même chose? Ou est-ce que là, on a essayé de s'adapter en se disant, je vais quand même être un tout petit peu moins qu'à métropole, parce qu'on connaît la situation à Mayotte des foyers, des personnes, leur statut social. Donc c'est pour ça que j'ai fait les séances de découverte. Donc ça c'est adapté. Après les tarifs des consultations, effectivement c'est des tarifs qui sont relativement similaires aux tarifs qu'on peut avoir en métropole et je dirais en province en métropole parce que les hypnothérapeutes sur la région parisienne, une séance pour l'arrêt du tabac c'est facilement 120 euros, 150 euros quoi. Donc c'est sûr et certain que c'est un coût. Je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez ciblé à Mayotte? Vous avez ciblé, vous avez dit où vous êtes dit je suis ouvert, ça peut être le métro, ça peut être le Mahorais lambda, ça peut être le politique, parce que bon, Dieu sait que nos politiques ont beaucoup de problèmes également. Est-ce que vous avez ciblé ou vous avez dit j'ai un public visé ou non c'est... Non, moi j'ai pas spécialement imaginé de public. Déjà il faut que ce qui est certain c'est qu'il faut qu'il soit francophone parce que sinon moi je peux pas travailler, ça c'est sûr. Mais à part ça, non, est-ce que dans le cas contraire vous serez obligé de prendre même à la journée ou à la séance un traducteur? Un traducteur. Je pense pas que ce soit possible parce que l'hypnothérapeute, il y a pas que... c'est toujours cette partie confidentielle qui doit primer. D'abord, il y a ça, ça c'est clair, ça c'est clair et net. Les gens me font confiance, ils parlent de choses qui sont parfois dures, dont ils n'ont pas envie de parler à qui que ce soit d'autre. Donc ça, évidemment, la confidentialité, c'est la règle numéro 1. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que dans l'hypnose, il y a aussi une posture physique, il y a aussi une manière de parler. D'accord. Et donc ça, ça peut déranger la séance, en tout cas la personne qui vous traduit, par exemple, ce que le client a envie de vous faire comprendre, ça peut vous dérouter un peu par rapport, rapport à votre concentration?
Non, pas moi. C'est pas ce qu'on pourrait me dire. C'est ce que moi je vais dire après durant la séance. C'est ça parce qu'en fait le traducteur serait susceptible de le traduire et il y a une manière de parler qui est qui est un peu particulière et ça je pense que c'est difficilement transcriptible. Quand j'étais en formation, il y avait une personne qui était britannique, qui parlait un français relativement moyen, et ça fonctionnait très bien, parce que les mots que j'emploie sont relativement simples, mais ils sont dits d'une certaine manière, avec un certain rythme, et ce rythme, il est adapté à chaque personne. Enfin, il est adapté à... Je pourrais vous en parler des heures à quoi il est adapté, mais en tout cas, il faut se mettre en synchronisation avec la personne qu'on a en face de nous, et en fait, le fait d'avoir une autre personne, ça ferait comme un filtre, en fait. Et je pense pas que ce soit possible. Je sais pas si ça se fait. D'ailleurs, combien de temps ça dure une séance? Alors au global, la première séance, elle dure en général 1h30. 1h30? La première. Moi, je pensais que c'était des trucs de 20 minutes. Alors la séance d'hypnose, la partie hypnose proprement parlée, dure en général une demi-heure. Ouais. La première séance dure 1h30 parce que pendant 1 heure, je discute avec la personne, puisque y a, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes d'échange. Alors plus sur la présentation de la pratique. D'accord. Ce qu'on peut faire en hypnose, ce qu'on ne peut pas faire en hypnose. Qu'est-ce que c'est concrètement les questions que vous m'avez posées aujourd'hui, les gens me les posent, donc je leur réponds. Après, on fait le point sur ce que les objectifs des personnes. Encore une fois, quelqu'un qui vient me voir pour devenir riche, ça je peux pas. En revanche, j'aimerais être plus assidu dans mon travail, quand je travaille, être plus concentré, ce genre de choses, ça on va pouvoir travailler. Donc c'est mon travail de recadrer en fait la demande de la personne pour trouver ce qu'elle veut. Et puis enfin, on va explorer, si elle est d'accord, l'histoire de la personne, pour aller chercher les événements qui ont pu déclencher les problématiques qu'ils peuvent avoir. Alors, il peut y avoir des problématiques, et donc ça empêche de dormir. Ça fait qu'on devient obèse, ça fait qu'on boit beaucoup, etc. Mais après, il y a aussi des gens qui sont là dans une démarche de développement personnel pour entre guillemets s'améliorer, et il n'y a pas forcément de traumatisme derrière, quoi. Par exemple, on sait qu'à Mayotte, je ne sais pas, en tout cas s'il y a un jeune qui nous écoute, ou même peu importe la personne, mais des gens qui ont du mal et qui ont peur, qui stressent avant, par exemple, même ça vous me direz en France aussi, avant un entretien d'embauche. Donc pas de confiance en soi, je stresse, comment je vais me présenter, je sais pas comment me présenter, comment je vais définir mes qualités, mes défauts, donc tout ça c'est important, ça. Oui, mais ça encore une fois, la manière dont on s'exprime en public, il y a deux choses qu'on peut faire en hypnose. C'est améliorer ponctuellement la confiance que les gens ont en eux, leur apprendre des techniques, leur faire intégrer des techniques qu'ils vont pouvoir utiliser 5 minutes avant d'aller faire leur entretien, 5 minutes avant d'aller faire leur speech. Et puis après, si c'est quelque chose qui est handicapant et qui est qui est bloquant, on va pouvoir travailler à un peu plus long terme pour découvrir les raisons. Mais encore une fois, c'est peut-être un message que je n'ai pas bien fait passer, les raisons pour lesquelles, les raisons concrètes pour lesquelles il peut y avoir un blocage, ça, c'est pas très très important. Ce qui est important, c'est les émotions qui sont reliées à ça. Et moi, c'est là-dessus que je travaille, c'est sur les émotions. Parce que, encore une fois, j'en sais rien, moi. T'as un exemple que j'utilise pour mes clients. Je raconte une fois où moi, quand j'avais 5 ans, je me suis perdu dans un magasin, dans une grande surface en métropole. Et j'avais fait travailler ça en thérapie, et j'avais dit qu'en fait, ça m'avait, j'avais senti comme un grand déchirement, un grand vide, une grande peur d'être perdu. En soi, cette histoire, elle est un peu ridicule, parce que il n'y avait aucune raison que je me... Exactement. Mais ce que j'ai pas ressenti, non plus dans une forêt perdue au fin fond de... Mais ce que moi, j'ai ressenti à ce moment-là, quand j'avais 5 ans, ça a eu des conséquences plus tard. Donc, voilà, ça c'est mon cas. Mais ça peut être plein d'autres histoires comme ça. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de travailler sur ce sentiment de vide, ce sentiment d'abandon qui a eu lieu à ce moment-là. Voilà, pas vraiment sur l'événement en soi. Et ce qui fait que il peut y avoir des choses très lourdes qui ont eu des conséquences faibles et des choses légères qui ont des conséquences lourdes. Donc ce sur quoi on travaille en hypnose, c'est ce qui est entre les deux, c'est les émotions. Alors, en Mayotte, je sais pas, ça va peut-être vous donner le sourire, mais on dit souvent, quand on voit ici, avec nos cultures, nos traditions, notamment ceux qui sont dans les djinns, comme on les appelle, qui ont les esprits et qui sont en transe, est-ce que
le fait d'être en transe, la personne... moi, j'ai vu des gens qui étaient en transe, qui ont bu un espace de 30 secondes, par exemple, une bouteille d'alcool, du rhum. Bon, attention, l'abus d'alcool, encore une fois, est dangereux pour la santé, mais qui l'ont descendu en 30 secondes, alors que 1 minute après, ils reviennent tranquilles, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Est-ce que là, ils sont en transe? Est-ce que la personne qui est en hypnose, on peut parler d'une personne qui est en transe? De toute façon, c'est le nom, c'est la transe hypnotique. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, moi, ce que j'ai compris de ces pratiques, et je pense qu'il y a quelques hypnothérapeutes qui sont d'accord avec moi, c'est qu'il y a en ce moment deux courants dans le développement personnel et dans la manière dont on peut prendre soin de soi. C'est le courant de la méditation et le courant de l'hypnose. Il se trouve qu'en fait, ce sont des pratiques qui sont ancestrales chez l'être humain. La méditation, c'est une manière une manière laïque de voir la religion, c'est-à-dire se recueillir, se concentrer sur quelque chose de très précis. Et l'hypnose, ça commence avec les transes chamaniques en fait. Et ces transes chamaniques, ces rituels de passage à l'âge adulte, ces rituels qu'on fait après un deuil, tous ces rituels sont présents dans les cultures humaines depuis la nuit des temps. En fait. C'est juste que là, c'est fait de manière plus... je dirais plus scientifique, quelque chose qui a été un peu démystifié, quoi. Donc où il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de plume, il n'y a pas de, il y a pas tout le folklore autour. Mais clairement, les cérémonies qu'il peut y avoir, les cérémonies animistes ou chamaniques, c'est des formes d'hypnose, c'est des formes entre guillemets archaïque d'hypnose, archaïque au sens ça fait longtemps que ça existe. Voilà, c'est juste ça. Donc moi, j'utilise pas de bouteille de rhum, j'utilise pas de tambour, j'utilise pas de. Est-ce qu'il y a de la musique? Oui, je mets de la musique pour accompagner la personne. Il parlait, donc il y a un petit fond sonore. Oui, bien sûr, il y a toute une ambiance. Il y a un petit fond sonore. Moi, je mets également un diffuseur d'huile essentielle avec des lumières agréables. Et bien sûr, ça fait partie de. Parce que quand on voit par exemple les Bouddhas, les mecs qui peuvent méditer une semaine sans bouger, quand on voit ceux qui font le yoga, tout ça par exemple, mais bon là, par exemple, eux le font en solo, comme on dit, là la personne va avoir besoin en tout cas d'hypnothérapeute. Après l'hypnose seule, ça se pratique, ça s'appelle l'auto-hypnose. Ça existe. Moi, je pratique ce qu'on appelle de l'hétéro-hypnose, puisque on est deux. Mais encore une fois, l'hypnose, l'état hypnotique, c'est un état naturel chez l'être humain, et on peut le déclencher tout seul. C'est simplement que, comme beaucoup de pratiques, quand on est accompagné, quand on est aidé, quand on nous montre le chemin, c'est plus simple et plus puissant. Une blague que je faisais à l'un de mes clients, je lui disais, mais vous coupez les cheveux tout seul, vous pouvez le faire, il n'y a pas besoin d'aller chez le coiffeur. Ce sera probablement moins bien fait et plus long. L'hypnose, c'est bête, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on peut arriver au même résultat tout seul en faisant de l'auto-hypnose. En général, c'est plus rapide et plus efficace avec quelqu'un dont c'est le métier, quoi. Alors, François, on arrive à la fin de cette émission. Pour ceux et celles qui nous ont écoutés, où est-ce qu'on vous trouve? Est-ce qu'on prend rendez-vous? Est-ce qu'on peut venir à n'importe quel moment? D'ailleurs, avant de répondre à ces questions, mais est-ce qu'avec le flux, la fréquence qu'il y a aujourd'hui depuis votre ouverture, est-ce que vous constatez qu'il y a un peu plus de gens qui arrivent, ça y est, le message commence à passer, ou pour l'instant il y a des jours où on boude, surtout pendant cette période où ça a été très dur pour tout le monde, l'état d'urgence sanitaire, est-ce que là quand même la fréquence de visites, c'est comment? C'est en train d'augmenter. Effectivement, il y a eu un coup d'arrêt avec le Covid. Après, il y a les problématiques inhérentes à Mayotte. Dès qu'il commence à y avoir des émeutes, des heurts, les gens veulent plus se déplacer. Non, c'est sur la pente ascendante. Et puis, effectivement, là, le bouche à oreille fonctionne de mieux en mieux. Moi, je travaille pas encore à plein temps dans ce métier-là. Et donc, je consulte, en fait, pour l'instant, le jeudi, le samedi, le mercredi, le samedi et le mardi après-midi. Et oui, je commence à plus avoir trop de place ces jours-là, c'est plutôt une bonne chose pour moi. Où est-ce qu'on trouve votre cabinet déjà? Alors moi, j'ai un cabinet chez moi, à Chiconi, avec une pièce dédiée à l'hypnose, où tout est installé, quoi.
Et j'ai par ailleurs la possibilité de faire des consultations en petit air dans un cabinet de kinésithérapeute. Et à Kanikeli, chez un art-thérapeute, quelqu'un qui fait de l'art-thérapie et qui accueille également des séances de yoga là-bas. Donc voilà, c'est 2 possibilités parce que évidemment, Chiconi, c'est très bien, c'est central, mais quand on habite en petite terre ou quand on habite dans le sud, ou dans le nord, ouais, tout à fait, c'est un petit peu compliqué de venir là. Et puis, il y a une page Facebook, il y a un numéro de téléphone, un site où les gens peuvent vous contacter. Oui. Bah, en fait, j'ai une page Facebook, une chaîne YouTube, et puis j'ai un site internet. Alors, le plus simple à faire, c'est de taper Hypnose Mayotte dans la barre de recherche de Google, et les premiers résultats, c'est moi. D'accord, Hypnose Mayotte. Donc, Hypnose Mayotte, après on laisse un message où il y a le numéro également, on peut appeler. Alors, il y a le numéro de téléphone sur le site internet, sur la page Facebook, sur la chaîne, partout. Donc, on peut m'appeler directement. En général, on tombe sur le répondeur, je laisse un message, je rappelle. Sur le site internet, il y a moyen de laisser un message un peu plus long, avec ses coordonnées. Et puis voilà. Moi, je vous conseille, j'invite tout le monde à aller voir cette chaîne. Déjà, ça permet de voir un peu moi ma pratique, parce que je passe un peu plus de temps à expliquer voilà, comment je fais. Et puis, il y a aussi quelques séances déjà enregistrées, et ça permet de découvrir un peu comment se passe. Est-ce que d'ailleurs, pour finir, parce que ça me donne un peu le sourire à la bouche, votre premier client mahorais, pas le mahorais ami proche de vous qui vous connaît, qui vous fait confiance, mais celui qui ne vous connaît pas du tout, qui est venu. Est-ce que ça, parce qu'on connaît les mahorais, hein, des fois le sourire tout de suite, on ne croit pas, on est curieux, on a envie de voir ce que ça donne. Quelle impression ça vous a donné, vous? Est-ce que pareil, il était curieux avec le sourire? En l'occurrence, c'était une femme. Pardon. Elle était curieuse. Non, elle était très réservée. Elle était très réservée. Ouais, elle venait pour une problématique assez. Elle avait sa problématique. Et en fait, ce qui m'a un peu surpris, c'est à quel point elle me disait qu'elle allait bien. Et puis, à force de discuter, on est arrivé un peu sur son enfance, son adolescence. Son château, le château de cartes qui s'écroule, quoi. Et c'est ça, quoi. Et donc, ça c'est ce qui m'a le plus étonné chez les Mahorais, c'est le... d'afficher voilà. que tout va bien, mais en fait, on a tous un passé, quelque chose qui nous a et chez les traumatisé, tout ça. Oui, c'est étonnant. Ça m'a étonné, en fait, de voir une telle confiance affichée, en minimisant tellement les problèmes qu'elle pouvait avoir, ou le motif de consultation, et de découvrir le passé derrière. J'étais vraiment étonné, et c'est quelque chose qui se retrouve assez souvent, en fait, chez les Mahorais. Voilà, ça s'appelle Hypnose Mayotte. Vous tapez ça sur Internet, vous tomberez sur le site, le numéro. Si vous avez envie d'aller essayer, pourquoi pas, une séance de découverte, ça n'est pas cher du tout. Donc, vous tapez ce nom, Hypnose Mayotte, et vous tomberez sur François. François, merci en tout cas d'être venu nous faire partager ces émotions, parce que c'est vrai pour l'instant, les gens peut-être ne connaissent pas, mais l'occasion est là puisque vous êtes encore pour quelques temps sur le territoire. Donc, on aura l'occasion, ou même ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, auront l'occasion également de vous découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. On vous souhaite à vous de passer une très belle journée. On se retrouvera demain dès 6h pour la dernière matinale de la semaine. Et puis, prolongation, demain, on va parler de cet événement du côté de Chiconi ce week-end, puisque samedi, vous le savez, il y a le Festival du Geste avec nos artisans qui vont exposer tout au long de la journée. Donc, on aura la mairie demain de venir nous parler de cet événement, le Festival du Geste. Passez une très belle journée. Ciao, ciao.